c'est une construction hein, qui se fait. Donc la parole, eh ben, c'est vous qui allez la prendre si vous le souhaitez. Comment il s'appelle Josiane Thébault va vous la présenter, vous se met à votre disposition. Vous mettez le micro très près, s'il vous plaît, et voilà, c'est parti. Alors on s'exprime et après là-bas, on essaie de s'exprimer assez concis pour pouvoir avoir plus d'interventions possibles. Bon. À toi, Jean. Ce que nos camarades viennent d'exprimer sont quelque part la révélation de la manière dont le capitalisme, dans un pays comme le nôtre, utilise l'État à son profit. Je pense que depuis, ça s'est accentué depuis en gros 40 ans, mais on est passé d'une approche soi-disant démocratique avec respect des lois à une période formaliste où finalement on fait comme si l'ARS en est une illustration particulière, on fait comme si on répondait à des demandes ou si on étudiait, en réalité on nous roule dans la farine. Et si les gens ne prennent pas conscience de ça, et si les élus ne se mobilisent pas pour quelque part dénoncer cette pratique étatique, on ne sortira pas des difficultés dans lesquelles on est. Tout simplement pour illustrer, et je me tais après, voilà 6 mois au moins que je demande à intervenir sur la base d'une expérience liée notamment aux nuisances sonores induites par la circulation des TGV devant la commission environnement et santé de l'ARS sans obtenir de réponse. C'est-à-dire la dernière fois, ils m'ont demandé de préciser un peu ce que je voulais, je leur ai adressé un argumentaire qui est un fil conducteur, un argumentaire de 10 pages, et je n'ai toujours pas, un mois après, même d'accusé de réception de mon argumentaire. Jean, très bien. Je profite parce que vous avez sur les tables les cahiers. Oui, au fond. Oui. Paul, vous avez des cahiers de doléances. On va vous passer si vous voulez vous pouvez les remplir et vous pourrez les déposer dans le. Là, et on va la passer un petit peu derrière, on va la faire circuler. Merci. Oui, à toi, Paul. Je souhaite qu'on approfondisse cette question de dette et cette question de déficit. Et comme c'est dit dans l'Humanité Magazine de cette semaine, on nous colle un revolver sur la tempe avec des arguments du genre il n'y a pas d'autre solution, there is no alternative. Et j'ai bien compris que le camarade qui s'est exprimé à la table ronde en dernier ressort là a quelques idées. Et j'aimerais que ce soit encore davantage précisé et qu'on puisse sortir de ce débat avec des arguments simples mais sérieux. D'autre part, cette idée de cahier de doléances venant de la population, j'ai l'impression d'y avoir, sans penser à des cahiers de doléances, un peu participé par un courrier que j'ai envoyé à l'Humanité, et qui a été publié d'ailleurs, et qui a été aussi publié dans le journal Le Télégramme, et dont le titre m'est venu, est un petit peu ironique, mais est le suivant: excusez-nous de ne pas toujours être en très bonne santé. Parce que on nous fait des campagnes sur le bien vieillir, bon, d'accord, mais ça ne suffit pas, les mots ne suffisent pas. Je sais qu'il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Et alors je donnais 2 ou 3 exemples. Par exemple, un coup de téléphone me répondant à une demande d'un secteur particulier, où on nous dit « Ah non, on n'intervient pas pour votre genre de maladie ». C'est très violent d'entendre ça. Ensuite, ma dentiste me dit
Ben, je pars là dans 5-6 mois et je n'ai toujours pas de remplaçant. Alors ça me fait m'interroger d'ailleurs sur l'âge de mon médecin traitant, qui je pense n'est pas éternel. Je ne sais pas quel âge il peut avoir, mais il approche de la soixantaine. Donc voilà, je pense que cette idée de cahier de doléances est une bonne idée, est une idée pour mobiliser du côté aussi des patients ou des futurs patients. Voilà mon intervention. Merci. Merci Paul. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui veut intervenir ou donner une opinion? Oui, Françoise. Oui, juste pour revenir un peu sur une partie de l'intervention de Jean-Luc Malestras sur la fin. En fait, je crois que je vois aussi dans le titre du débat la force du travail collectif. Je crois qu'on n'arrivera à rien effectivement si on ne peut pas associer la population. Et malheureusement, les discours ou les explications, alors je ne sais pas comment on peut arriver à les donner justement, à atteindre ces gens, parce qu'ici, on est tous des gens convaincus, et c'est peut-être, il faudrait, je sais que sur la région de Lorient, là, on avait créé un collectif citoyen du pays de Lorient pour la santé. C'est en train de mourir, quoi, parce qu'il n'y a plus personne qui répond et je sais pas, je trouve pas le fil pour aller, il faudrait qu'on soit peut-être plusieurs à le chercher aussi, mais pour aller justement discuter avec la population de ce qu'est la Sécu déjà, de notre système de santé, des moyens qu'on pourrait, des solutions en fait qu'on pourrait apporter pour y répondre. Et je crois que bon là les cahiers de doléances c'est bien, mais ceux-là c'est pour les... Bon, il faudrait les copier, parce que là c'est pour la sous-préfecture de Guingamp. Donc quand on habite à Lorient ou à côté, bon ça va pas nous concerner directement. Maintenant c'est aussi un modèle, donc ça peut nous aider à travailler. Je crois qu'il faut essayer de multiplier les initiatives. Bon, voilà. C'était un peu pour vraiment appuyer sur la force du collectif et la force de l'investissement de la population. Si les gens ne sont pas convaincus, si la population n'est pas convaincue de la nécessité de s'investir et de s'occuper de sa santé, on n'avancera pas. Hein, bon, voilà. C'est un peu pessimiste, mais bon, non, voilà, non. reprenez pour que ça soit... C'est intéressant aussi parce que ça va nous permettre d'avoir ce souci-là, de continuer le lien. On fait une comment... Tu voulais intervenir? Oui. Vas-y alors. Comment? Juste le bancaire. Voilà. Et ensuite, vous répondrez, vous interviendrez. Très brièvement, Vous c'est pas participerez. vraiment une prise de parole, mais j'avais simplement deux questions à poser à notre camarade Jean-Marc. Hein. Emploi, formation, je dirais pas que je connais ça par cœur, mais j'ai beaucoup lu de choses là-dessus que j'ai évidemment oublié parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais on parle beaucoup des robots. Alors, les humains, oui, mais est-ce que les robots, ici ou là, ne tentent pas, non pas à remplacer les humains, mais est-ce qu'ils peuvent aider? C'est la première chose. Deuxième chose, très brève également, le Parti communiste actuellement est en conférence permanente pour une conférence nationale du 14 janvier. Alors c'est pas le sujet ici, mais je vais quand même en dire deux mots. Hein, je m'autorise à en dire deux mots, parce qu'on en parlait avec mon fils, là, qui est derrière moi. La campagne des élections européennes, nous l'avons évidemment très mal vécue. Et on se disait, ben voilà, le discours qu'a tenu Jean-Marc, hein, s'il avait pu être tenu pendant la campagne des européennes,
comme il le fait, peut-être qu'on en serait sorti un peu mieux, plutôt que d'attendre que la liste soit bouclée avec des surprises qu'on attendait et qui ne sont jamais venues. Et voilà, c'est tout. Voilà, on a du pain sur la planche. Donc, tu veux commencer? Donc, c'est comment dire, Gaël qui va commencer, puis on prend. Alors, pour répondre à, pas toutes les questions, mais une partie des préoccupations qui ont été exprimées. D'abord, là, on a réussi à mettre Guingamp au centre de l'actualité politique pour la prise d'initiative militante sur la santé, mais on a eu beaucoup de périodes de découragement, comme celle que vous décrivez, d'effilochement des forces militantes, des structures qu'on avait montées. C'est pas la première qu'on monte. Il faut tout le temps se renouveler. Donc, il ne faut pas désespérer. Deuxième chose, on est venu ici, évidemment, pour créer de l'émulation, parce qu'on ne va pas gagner tout seul. On ne vous demande pas votre soutien, on sait qu'on l'a, on vous demande de vous organiser sur des bases similaires pour converger. Sur la prise d'initiative et la population. Alors oui, là, pendant 3-4 mois, on a occupé le terrain de l'actualité, un peu au niveau des élus locaux. Et c'était très important d'embarquer les élus locaux dans une période de confrontation, parce que c'était ça, pour que aussi la préfecture dise ce qu'elle pense. Elle dit qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins dans l'ouest des Côtes-d'Armor, alors qu'on sait tous que c'est faux. Tout le monde le sait, c'est faux. Et là, on a eu cette réflexion de retourner vers la population, impliquer la population, ne pas laisser les élus seuls acteurs de ces questions-là et seuls interlocuteurs. C'est pour ça qu'on a mis en place ce cahier de doléances. Alors là, vous l'avez en exclusivité, hein, les habitants des Côtes-d'Armor l'ont pas encore. Mais on l'a aussi mis sous forme numérique, sous forme un Google Form, justement pour que les gens puissent le partager. Et vous pourrez le copier et changer l'intitulé et mettre votre réalité quotidienne, évidemment. Notre idée, c'est de reprendre les revendications d'urgence Armor Santé IREDMA, notamment sur les PADU, les médecins cubains, les moyens pour le SDIS, ces cahiers de doléances, et d'aller les porter le 1er février dans une grande manifestation à Guingamp, à la sous-préfecture qui nous dit qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins dans l'ouest des Côtes-d'Armor. Et là, on va essayer de faire converger 3 secteurs, les personnels hospitaliers, en lutte permanente, les élus, qui sont nombreux à se préoccuper de la casse des services publics dans des milieux plutôt ruraux, qui ressemblent beaucoup à l'intérieur du Morbihan quand même. Ça ressemble beaucoup sociologiquement, pas à l'Orient, mais ce qui est un peu au nord. Et puis, bien sûr, la population qui est complètement concernée. Pour finir là-dessus, la population, pourquoi on veut lui donner la parole? Il y a un grand révolutionnaire chinois qui a dit « Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas le droit à la parole ». Donc nous, notre idée, c'est que chacun prenne la parole à travers ces cahiers de doléances, dise ce qu'il a à dire, témoigne de sa réalité, comme ça a été fait là, de façon très concrète. Tout le monde a des choses à dire, quelles que soient ses opinions politiques, sur les difficultés d'accès aux soins, et qu'on batte en brèche les arguments du préfet qui nous raconte qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins. Parce qu'en réalité, même lui, il le sait, le but derrière, c'est pas seulement de finir de détruire l'hôpital public et qu'on se retrouve dans une situation comme en Italie. En Italie, il y a 2 millions de personnes qui disent qu'elles renoncent aux soins. Nous, dans notre enquête, on pose cette question. Est-ce que vous avez déjà renoncé aux soins? Voilà. Le but, pour reprendre le sujet de la première question, c'est bien sûr de casser l'hôpital public pour que des structures privées viennent occuper le terrain. Parce qu'on ne pourra pas laisser les populations sans accès aux soins complets. Évidemment, le privé va se déployer après, avec tout ce que ça veut dire. Voilà. Dans la baisse de qualité des soins, dans le souci de rentabilité qui va impacter nos quotidiens. Donc, tout ce que vous avez dit là, on en est conscient, on essaye d'y répondre à travers notre première initiative. Moi, je ne sais pas s'il faut que vous veniez manifester le 1er février à Guingamp, vous serez les bienvenus, mais montez des initiatives similaires là où vous habitez, et vous allez voir, ça met des gens, et vous le savez, ça met des gens en mouvement à la base. Les réunions qu'on fait, elles sont très agréables, très constructives, il y a des gens de toutes opinions, et ça mobilise, et on met les préoccupations de la majorité sociale, c'est-à-dire de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont que leur force de travail, on la met à l'agenda politique, et c'est ça dont on doit parler.
C'est ça l'actualité, surtout dans une période d'austérité, et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors juste parce que comment on essaye de mordre un petit peu et de tricher, mais les balances vont commencer avec la musique. On va essayer au maximum en sachant que là on va passer la parole aux deux intervenants. Si jamais on peut poursuivre, vous faites. Tu veux intervenir? Bon, on va essayer, ça va pas être qu'une conclusion, mais bon, on va prendre quand même 2-3 minutes. La politique, c'est quand même important, et je pense que le Parti communiste aujourd'hui a beaucoup besoin d'être en capacité de promouvoir des idées, de mettre des idées en débat dans la société française pour faire changer les choses fondamentalement. Et si on ne mène pas la bataille, si on ne mène pas des campagnes sur les idées, on n'avancera pas. On ne va pas pouvoir reconquérir, je dirais, la gauche dans son entier, ne va pas pouvoir reconquérir le pays. C'est pas comme ça que ça se fera. Je le dis comme ça tranquillement, mais c'est quand même un des problèmes duquel on souffre depuis un certain temps. Bref, la première intervention de tout à l'heure était intéressante parce que quand tu as parlé, si tu veux, des relations capital et État, aujourd'hui, effectivement, on constate quoi? Il y a une nouvelle alliance État-capital. Une nouvelle alliance État-capital, ce qu'on peut appeler comme ça. C'est-à-dire, c'est une nouvelle phase du capitalisme monopoliste d'État. En fait, dans les 60 milliards d'économies qui sont prévues, c'est le capital qui est derrière, en disant il faut que l'État dépense moins pour les dépenses sociales, pour les dépenses humaines, pour les dépenses écologiques, pour nous donner l'argent à nous. C'est ça l'enjeu, c'est ce qui se passe. La réalité, c'est celle-là. Donc, il y a on a écrit beaucoup dans Économie et Politique sur cette question-là. Il va encore y avoir des articles prochainement. Donc, si vous voulez vous documenter, vous pourrez le faire. Ensuite, sur la question de la dette et du déficit, moi, je voulais dire simplement, on a dit il faut relancer une nouvelle croissance, une croissance saine à partir de critères sociaux et environnementaux et sous le contrôle des populations, des salariés et des populations. Ça, c'est l'enjeu. Et notamment, donc, on a le pôle public pour relancer les services publics, mais il y a aussi besoin de relancer l'industrie, la création industrielle. Ce qui a été décrit tout à l'heure, ça montre cela. Et il faut financer cela. Notamment, si on veut augmenter les salaires, par exemple, y compris dans les PME, dans les TPE, il y a besoin d'aider à cela. Et donc, on peut donner de l'argent. Et vous savez qu'il y a 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises qui sont accordées, dont 100 milliards, par exemple, au titre, je dirais, des exonérations de cotisations sociales. Et donc, si on prenait simplement sur cette partie-là 8 milliards d'euros, on pourrait, avec 8 milliards d'euros, mobiliser 200 milliards d'euros de crédit à un taux d'intérêt de 4%. Vous faites les comptes, vous verrez, on arrive à ça. Et ces 200 milliards d'euros de crédit qu'on mobiliserait, c'est pour les entreprises, pour qu'elles se développent. Pour qu'elles se développent sous des critères de développement de l'emploi, de développement de la formation, de bons salaires. Et y compris de production nouvelle, décarbonée, de la lutte contre le CO2. Et à partir de là, avec nos 8 milliards, le pôle public, c'est-à-dire, on peut dire l'État si vous voulez, prend en charge les intérêts que ces entreprises doivent payer par rapport au crédit qu'elles vont mobiliser auprès des banques, ce qui nous permet, y compris, je dirais, d'orienter la politique du crédit bancaire. C'est-à-dire, avec cette mesure-là, on a la main à la fois sur le développement des entreprises et à la fois sur l'utilisation du crédit par les banques. Parce qu'on nous disait que ça, c'était aussi des mesures, des fois, social-démocrates. C'est pas tellement... Surtout, parce que l'enjeu, c'est de mettre cela sous la main, dans les mains des salariés, avec le contrôle et l'intervention des salariés, si ce n'est pas respecté. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, avec les mesures, notamment que l'on veut, si on veut créer 100 000 emplois dans l'hôpital, si on veut créer 20 000 emplois, je dirais, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi, il y a beaucoup d'emplois créés dans l'ensemble des autres services publics, dans un premier temps, nous allons creuser la dette. Nous allons creuser la dette, nous allons augmenter le déficit. Mais simplement, je vous dirais qu'avec le projet que l'on a, en 2030, au lieu d'être à 6, on passerait en 2025 à 8,5 de déficit. 8,5% de déficit. Mais en 2030, on arrive à 0,2%. Parce que dans l'intermédiaire, nous avons créé 390 milliards de PIB nouveaux. Et par exemple, dans cet intermédiaire, pour financer la protection sociale, on propose de nouvelles cotisations modulées
en fonction, je dirais, notamment de la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire quel est le nombre de l'emploi et les salaires, et en même temps, de moduler ces cotisations en fonction de ça, et en même temps d'imposer les revenus financiers des entreprises au même taux, je dirais, qui pèse sur les salariés, grosso modo. Et pour ne pas être trop fort, nous proposons simplement d'y appliquer le taux des retraites. Les revenus financiers des entreprises, c'est 555 milliards d'euros en 2023. 395 milliards d'euros pour les entreprises non financières. 100 milliards d'euros de plus en un an simplement. En les imposant, en les mettant à 10,1%, on obtiendrait 60 milliards d'euros immédiatement pour le financement de la protection sociale. Mais en créant des emplois, en augmentant les salaires, nous allons augmenter la base sur laquelle les cotisations sociales sont prélevées, ce qui nous permettrait en 2030 d'arriver à 240 milliards d'euros supplémentaires pour financer la protection sociale, dont largement de quoi financer l'hôpital, financer le développement des soins, je dirais, sur les territoires, et de financer la retraite à 60 ans, entre parenthèses, dont on nous dit c'est pas possible, nanani, nanana. 240 milliards d'euros. Et ça, c'est pas du fictif. C'est pas du fictif, c'est simplement une autre logique. Et comme ça, on sort de la dette. Parce que la dette, premièrement, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle que l'on veut, l'argent que l'on veut mobiliser, le crédit que l'on veut mobiliser pour développer l'être humain, pour répondre aux besoins écologiques. La mauvaise dette, c'est celle que l'on mobilise pour alimenter les marchés financiers. Il y a des milliards d'euros que la Banque Centrale Européenne et les banques, je dirais, les banques nationales ont dégagés au cours de ces dernières années qui sont allés exclusivement au marché financier. Depuis 1980, c'est 1300 milliards d'euros qui ont été versés par l'État français au titre des intérêts de la dette. Simplement, en 2024, nous allons payer 51 milliards d'euros. Et si ça continue comme ça, en 2027, ça sera 72 milliards d'euros qu'on paiera. C'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Donc, il faut véritablement inverser cette logique-là. Inverser. Et je dirais, la question de la dette, c'est vrai. Il y a un article de l'UMA dimanche, de l'UMA Magazine, je dirais, sur cette question-là, qui nous dit c'est un pistolet sur la tempe, mais c'est un pistolet que les capitalistes utilisent sur la tempe des gens. Mais en réel, si vous voulez, en réalité, cette dette, si on fait augmenter le produit intérieur brut de 390 milliards d'euros, vous comprenez bien que le pourcentage de la dette par rapport, je dirais, à un PIB qui aura augmenté, va automatiquement descendre. Et ça veut dire qu'on va avaler la dette. Le développement de la croissance, et je rappelle d'une croissance saine, parce qu'on nous dit, c'est pas du productivisme, mais c'est une nouvelle croissance, c'est une autre croissance. C'est pas décroissance non plus, c'est une nouvelle croissance, et avec ça, on va avaler la dette. Et il y aura moins de problèmes de dette. Parce que, au fond, et ça nous différencie un petit peu de certains aussi, on n'est pas de ceux qui disons, la dette, on s'en fout, hein. Non, la dette, on s'en fout pas. Parce que si on arrive à 500 ou 600% de dette, alors là, je vous dis tout de suite, on va avec une bourrette acheter des billets, une boîte de billets, acheter du pain à la boulangerie. Hein. C'est comme ça se termine comme ça. Donc, il faut être, je dirais, conséquent. Il faut être responsable par rapport à cette question-là. La dette, ce n'est pas, je dirais, le diable. Le diable, c'est la finance. Mais la dette, ce n'est pas le diable, mais la dette, on ne peut pas la laisser, je dirais, s'envoler ad vitam aeternam comme ça. Il faut la maîtriser, il faut la contrôler. C'est, je dirais, comme le déficit. Mais déficit va avec dette, hein. Parce que la dette, c'est les déficits accumulés au cours des années, au cours d'un certain nombre d'années. Voilà. Donc, il y a besoin vraiment de changer de paradigme. Ce que l'on dit, nous, c'est que les dépenses d'aujourd'hui vont constituer les recettes de demain. Et donc il faut changer la logique des choses profondément. Et ça, c'est un combat y compris au sein de la gauche, y compris du nouveau Front populaire. Je ne sais pas si j'ai encore une seconde, mais moi, j'ai participé aux discussions sur le budget au sein du nouveau Front populaire avec les autres forces, donc le Parti socialiste, les Verts, qui c'est qu'il y avait d'autres, LFI notamment, et puis y compris Lucie Castel elle-même, où on a beaucoup de difficultés sur cette question-là, même si on voit dans l'UMA Magazine qu'il y a une élue socialiste qui s'exprime un peu positivement sur le fait qu'il faut effectivement dépenser plus pour gagner plus. Mais en fait, c'est vrai, là, il faut dépenser plus pour gagner plus. Et donc, si vous voulez, il y a moyen de mener le débat à gauche pour faire en sorte qu'on trouve des issues véritablement alternatives à la situation qui est aujourd'hui,
et faire en sorte que l'on réponde aux besoins des populations. C'est en répondant aux besoins sociaux, humains, de développement écologique que l'on va, je dirais, être en capacité de sortir le pays de la crise dans laquelle il est, et en même temps de sortir l'ensemble des autres pays européens, parce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous. Il faut qu'on travaille avec eux, et y compris de répondre aussi à cette question-là au niveau des enjeux mondiaux, et on a des propositions que je ne peux pas développer, mais on a aussi des propositions du même type sur les questions mondiales. Merci. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole aussi pour un petit peu faire le point sur cette question-là. Je te passe la parole après, Françoise. Oui, bah moi j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est de réinsister sur le fait qu'on a besoin de changements profonds, comme vient de le dire Jean-Marc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions immédiates qu'on peut mener pour donner confiance. Et on peut créer des espaces qui donnent cette confiance et qui nous permettent, comme j'ai dit, on n'avait pas la compétence de départ. On les a acquis par nos échanges, par les espaces qu'on a créés et les relations qu'on a su tisser avec des gens qui, vous savez, quand on a rencontré les startups ou des PME, ils étaient très très surpris de causer avec la CGT. Ils en revenaient pas. Ils avaient des yeux comme des coupelles, quoi. Pour eux, on parlait de choses qui les intéressaient parce qu'ils avaient la fibre de dire on a des projets, on a des choses et qu'on n'arrive pas à les développer, si ce n'est on attend d'être acheté ou détruit par des forces extérieures. Donc quand on a une force comme ça de la CGT qui propose des choses, bah, on a cheminé ensemble. Le problème, c'est pas de se convertir les uns les autres, mais de dire on peut faire des bouts de chemin ensemble. Et ça, il y a plein d'endroits où on peut le faire. Après, deux choses, mais j'ai pas le temps de les développer. Sur les robots et l'IA, bon, moi, je pourrais vous en parler un peu plus, mais je le ferai pas. Pour moi, il n'y a pas d'intelligence artificielle, ça n'existe pas. On est dans une phase d'informatisation nouvelle. C'est une informatisation améliorée, mais dedans, l'homme reste central. Et l'intelligence artificielle, pour faire très très court, mais en fait, c'est quoi ? On objectif du capital mort, c'est-à-dire les savoirs qu'on a tous les uns et les autres, on est en train de le mettre dans la machine. Mais une fois c'est dans la machine, c'est du capital mort. Et on est en train de détruire le stock de compétences qu'on a. Parce que le jour où les gens, moi je suis fraiseur de métier, alors quand on passe à des stades supérieurs de développement, on oublie les bases parce qu'on n'est plus confronté à ça, on les a plus. Donc c'est pas la machine, c'est pas la fameuse IA qui va développer ça. Donc il faut vraiment, il y a un article qui va apparaître dans les copeaux, où là-dessus je le développe, parce que je pense qu'il faut revoir complètement notre approche qu'on a sur l'informatisation. Et c'est pour ça que je reviens à l'hôpital. L'hôpital, il faut remettre l'informatique dans l'hôpital, de la même manière qu'avant. Non, c'est évident. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute, mais il y a des choses à faire, du type peut-être de la plateforme qu'on a fait à Grenoble, où on essaie de faire converger des compétences extérieures, peut-être sous forme de coopérative comme on l'a fait à Grenoble, mais qui permettent ainsi de faire converger des savoir-faire, des compétences, des pratiques professionnelles, et puis des critères qui soient des critères de service public et pas des critères pour nous envoyer tous sur les fonds de pension et je ne sais quoi. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter. Dernière chose, tout ce que je dis là, c'est aussi cette partie d'un stock de compétences, de technicité qu'on a dans le militaire. C'est-à-dire qu'on a un stock de techno et de choses, vous ne pouvez même pas vous imaginer, qui sont spoliées par le militaire. Et Brest est fort là-dessus. J'ai été à l'origine d'initiatives dans les années 90 où on est en capacité de répondre à des besoins d'écologie, des besoins de santé, des besoins dans le transport, dans la sécurité des mers, la protection des mers. Tout ça, on avait des grands projets dans les années 90 qu'on a développés, y compris de sécurité des pêcheurs, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité avec les pêcheurs. On a à l'époque fait des grandes coopérations avec Ifremer, avec le syndicat des pêcheurs et tout. Le seul truc qui nous a manqué, c'est ce qu'on vient de faire à Grenoble. C'est-à-dire qu'on a gagné les idées, on a eu pareil des interventions de maires, puisqu'il y a plein de maires qui avaient pris des arrêtés pour faire que, par exemple, la détection des containers qui opèrent en mer. On avait fait un gros travail avec les maires, etc. Le problème, c'est qu'après, on s'est arrêté, on a dit, maintenant que l'idée est avancée, elle va se faire. Et on s'aperçoit qu'on est vite repris par la patrouille, parce que jamais ils lâchent. Hein. Donc, on aurait poussé le bouchon à dire, comme à Grenoble, on rentre dans le capital de la coopérative, on a mis le secrétaire de l'UDCGT au conseil d'administration,
parce qu'on veut garder l'œil sur tout ce qui va être fait par cette coopérative. Et au cas échéant, mobiliser la CGT sur le territoire et dans l'entreprise pour faire que les décisions soient respectées. Donc il y a des choses accessibles. Il faut simplement qu'on se donne les moyens, c'est pas facile. Surtout que les lois El Khomri nous a beaucoup enlevé de force dans les entreprises, mais on a encore des retraités. Moi, je suis retraité. Ce projet-là, j'ai aidé les actifs. On s'est regroupé à 2-3 retraités pour épauler les actifs. Surtout pas prendre de décision, c'est à eux de les prendre. Mais on a au moins fait le travail, on a été à l'extérieur, on a fait plein de choses qui ont créé l'émulation. Bon, ça, c'est possible en Bretagne. Oui, mais alors justement, très bien. En tant que retraité justement de la santé, je vais annoncer une manifestation qui est prévue à Saint-Brieuc le mardi 10 décembre 14h. C'est une initiative régionale CGT, des syndicats CGT de la santé pour le maintien, la défense du service public de santé. Voilà, c'était juste... Très important et merci Françoise. Comment dire, je vais passer pour une précision de Jean-Marc. Avant, sur vos tables, vous avez des cahiers de doléances. Chacun d'entre nous, on a des vécus. Témoignez, on a un petit peu de temps là. Prenez le temps de l'écrire et de témoigner. Si vous n'avez pas assez de stylo, vous nous dites et on vous le donne. Juste là, une précision de Jean-Marc. Juste un mot, ça tombe bien par rapport à l'intervention de la camarade pour la mobilisation CGT. Tout ce qu'on vient de dire là, y compris les propositions qu'on avance, elles s'articulent aux luttes. Il faut commencer à les faire vivre dans les luttes. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut qu'il y ait une articulation. S'il n'y a pas le lien aux luttes, on n'avancera pas. Il faut développer les luttes, partir des idées, développer les luttes, revenir aux idées en permanence comme ça. Et ce que disait le camarade tout à l'heure par rapport à la campagne des élections européennes, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, on n'est pas là pour ça, mais je pense que ça fait partie, pour les communistes, là, ça fait partie d'une des questions qui doit être discutée, bien évidemment, dans la préparation de la conférence nationale. Parce qu'il y a un enjeu de comment on porte les propositions du Parti communiste, comment on porte y compris les orientations du Parti communiste dans la vie concrète, dans le débat, dans les débats électoraux, dans les campagnes électorales et aussi dans les luttes qui doivent, je dirais, alimenter, y compris les campagnes électorales. Les campagnes électorales, c'est pas le nec plus ultra. Les campagnes électorales, c'est le résultat. Les élections sont le résultat des campagnes politiques et des luttes que l'on mène et des conquêtes que l'on a. Voilà, et ben c'est une belle conclusion. Et ben on vous remercie et puis vraiment témoigner, et puisque ce sera regroupé, comme a dit Gaël tout à l'heure, et on ira les porter. Merci. On a le livre coécrit avec Jean-Luc Balestra, que vous pouvez trouver, Des soins sans industrie en question.